Le cœur aux soins intensifs. Durant cette deuxième semaine de juillet, je me rappelais que Jacinthe, sur ses différentes cassettes, m'avait parlé de Chantal Dubé, sa grande amie de l'hôpital Saint-Loup. Cette dernière avait depuis lors trouvé un emploi à l'hôpital orthopédique de Lausanne, où elle travaillait depuis déjà quelques mois. Jacinthe m'avait également dit que si j'allais lui rendre visite de temps à autre, cette dernière en serait ravie. Car même en plein Lausanne, la solitude, ça existe. C'est ainsi que le 17 juillet, je contactai Chantal par téléphone. Cette dernière devait apprécier mon appel et m'avouer sans attendre que le samedi suivant, soit 2 jours plus tard, elle était en congé. Je me souvenais, lorsque Jacinthe était encore à Saint-Loup, qu'elle m'avait mentionné que son amie Chantal aurait bien voulu nous accompagner au centre thermal afin de se rendre compte des effets bénéfiques de l'eau sulfureuse. Je proposai alors à Chantal de passer la prendre samedi matin pour ensuite aller nous baigner au centre thermal. Après quoi, je l'aurais invitée à manger au camping de Corcelette, où mon ami Philippe Pahu avait ouvert un casse-croûte. Ces perspectives semblèrent lui plaire et elle accepta sans hésiter. J'allais donc attendre samedi avec impatience. Vendredi 18 juillet, à 14h30, je me rendais pour la dernière fois à l'hôpital pour une consultation avec ma physiothérapeute. À nouveau, la jeune Anglaise devait me confirmer que toutes ses compétences étaient désormais inutiles suite au prompt rétablissement dont j'avais fait preuve. Et à 15h, j'étais en consultation avec le docteur Kissler. Son diagnostic était clair et précis. Complet rétablissement. J'allais donc pouvoir reprendre le travail le lundi suivant à 50%. Samedi matin 19 juillet, à 8h15, je quittais Yverdon-les-Bains pour aller chercher Chantal à l'hôpital orthopédique de Lausanne. Je savais qu'il ne me faudrait guère plus de 30 minutes pour me rendre à Lausanne. J'avais donc 15 minutes de temps supplémentaire et pris donc la route avec calme, de façon à économiser le moteur ainsi que mon véhicule. Mais chose inattendue, arrivé à Échallens, le trafic était détourné suite à des travaux routiers. J'allais donc perdre de précieuses minutes. Quand j'entrais en ville de Lausanne, par le quartier de la Blécherette, plus précisément, il était 9h frappant, et j'avais encore une partie de la ville à traverser, avant de retrouver Chantal. Il me fallait donc faire vite. Au sortir de la place du tunnel, et au début de l'ascension vers les hôpitaux, je serrais de près une voiture qui ne semblait pas du tout pressée. À un certain moment, sans avoir préalablement signalé son intention de bifurquer, elle planta sur les freins, en même temps qu'elle mit en fonction son signofile. Je la suivais de près. Pourtant, j'aurais pu freiner et la laisser prendre son contour en épingle. Mais comme le temps m'était compté, je décidai de la dépasser. Une voiture venait en sens inverse. Son conducteur, même s'il n'était pas coureur cycliste, aurait dû s'apercevoir que mon espace était très restreint, et par le fait même, faire une légère courbe sur sa droite pour m'éviter. Cela ne l'aurait dérangé en rien, étant donné qu'aucune autre voiture ne circulait dans le même sens qu'elle. Mais ce ne fut pas le cas. Jugeant qu'il avait tous les droits de se trouver où il était, il ne fit aucune manœuvre d'évitement, et nos 2 rétroviseurs volèrent en éclats. En parfait gentleman, je m'arrêtai sur l'accotement pour réparer les pots cassés et indemniser ce parfait conducteur irréprochable. Comme je n'avais toujours pas plus de temps à perdre qu'auparavant, je lui demandai rapidement à combien estimait-il les dommages que je venais de causer à sa Ford Granada. Ce dernier n'en avait aucune idée, mais pour de plus amples renseignements, il m'invita à le suivre jusqu'au garage où il venait d'acheter sa nouvelle voiture. Je lui demandai alors de m'accorder 5 minutes. 5 minutes seulement, et je serais à lui. Pour tenter de lui expliquer la raison de mon empressement et de mon imprudence, je fus bien forcé de lui avouer mon rencard, avec Chantal.
Il accepta de ce fait d'attendre mon retour quelques minutes plus tard. Quand Chantal et moi eûmes rejoint l'infortuné automobiliste, il m'invita à le suivre jusqu'à son garage proche du parc de Valency. Mais quelle traversée de ville, mes amis! Car à part accélérer et planter sur les freins, je ne me souviens pas avoir fait autre chose. Preuve que je n'étais pas le seul à être pressé ce jour-là. Après avoir bavardé avec son garagiste, le Jim Clark lausannois me plaça devant le fait accompli. Aucun carrossier ne se trouvant au garage ce matin-là, sa carrosserie ayant été légèrement rayée, il allait faire réparer les dommages subis et ensuite me faire parvenir la facture. Le garagiste présent certifiait que les égratignures étaient tellement insignifiantes qu'avec un simple polish, on parviendrait à les effacer. Et d'ailleurs, il nous en fit la preuve sur le champ. Mais l'automobiliste, lui, désirait perfectionner la perfection et ne pas se prononcer avant que le carrossier en personne ait constaté les dégâts. Il me fit alors signer une reconnaissance de dommages causés par un tiers. Pour conclure, et peut-être aussi se faire de la publicité, il m'offrit le stylo avec lequel il avait signé, sur lequel était inscrit son nom. Claude Porchet, charpentier, Lausanne. Avec, bien entendu, également, son numéro de téléphone. Voilà. Vous avez maintenant mon numéro de téléphone et si vous voulez m'appeler pour me poser des questions, vous gênez pas. J'allais sans doute devoir débourser 500 francs, mais j'avais tout de même gagné un stylo. Heureusement, le reste de la journée devait très bien se dérouler. Sitôt arrivé à Yverdon-les-Bains, j'emmenai Chantal au centre thermal. Comme pour Jacinthe, j'eus les mêmes idées et les mêmes sensations. Elle était femme, Chantal, et ce n'était pas de la voir en bikini que j'allais pouvoir l'oublier facilement. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce
J'en étais encore à rêver quand elle me ramenait à une réalité plus dure et m'annonçait qu'elle aussi allait quitter la Suisse au mois de septembre. « Et pourquoi tu veux partir? Tu gagnes pourtant bien ta vie ici. »« Oui, je gagne bien ma vie. Et même la direction de l'hôpital m'a proposé de remplacer la chef d'étage qui va quitter prochainement. Mais je suis comme Jacinthe, j'ai le mal du pays. Oh, je sais bien que je regrettais peut-être, mais tant pis. » Et moi qui croyais avoir trouvé une agréable personne avec qui passer du bon temps, c'était foutu. Notre baignade terminée, nous nous rendîmes au camping des Pins de Courcelette. À cet endroit, nous dégustâmes un plat de lasagne soigneusement mijoté par Philippe Pahut, l'homme qui m'avait fait tant aimer le cyclisme. Au cours du repas, lorsqu'il eut quelques instants de libre pour faire une petite pause, il vint s'asseoir à notre table. Comme ce dernier avait beaucoup le sens de l'à-propos et s'en servait constamment, j'allais à sa rencontre. « Alors Philippe, je te présente Chantal, ma future épouse. Elle va retourner au Canada et j'irai la rejoindre l'an prochain pour nous mettre en ménage. » « Eh ben bravo, t'as choisi là une belle femme et je vous souhaite d'être heureux. » Étais-je parvenu à bien lui cacher la vérité? Je ne crois pas. Il faut dire que Chantal ne m'aidait guère avec son sourire qui trahissait tous mes dires. Mais Philippe, fidèle à lui-même, avait la répartie à la fois facile et agréable. Et même s'il n'en croyait pas un mot, il joua le jeu jusqu'au bout. « Et alors, vous allez reprendre un domaine par là-bas? »« Non, peut-être pas un domaine, mais si je vois que ça marche et que j'ai de l'avenir dans mon métier, ce n'est pas impossible que je monte un établissement horticole. » Cette conversation dura encore quelques instants, puis Chantal me demanda de bien vouloir la reconduire jusqu'à Lausanne. Sur la route du retour, elle me parlait également de son désir, avant de quitter la Suisse, de voir des coins qu'elle n'avait jamais vus jusqu'alors. Lui faire plaisir tout en passant quelques jours et quelques nuits en sa compagnie, voilà qui n'était pas pour me déplaire. Je lui proposai donc, sans plus attendre, de l'emmener 3 ou 4 jours à Horta. Et depuis Horta, nous avions ensuite la possibilité de gagner le Tessin. Cette proposition, lui paraissant tout à fait convenable, elle accepta avec joie, en me posant toutefois une question. « Et pour ton travail, tu vas pouvoir prendre congé les jours où moi je serai en congé? » « Oh, de ce côté-là, pas de problème. Même si on me donnait pas congé, de savoir seul en Italie me rendrait malade. Et quand on est malade, on va pas travailler, alors. » Je n'avais plus rien à perdre. Jacinthe était partie, Chantal allait partir, et il ne me restait plus rien. Plus rien qu'à partir moi aussi au Canada. Voyager pour retrouver celle dans mon cœur se rapprochait de jour en jour. À l'avenir, j'allais donc vivre en aventurier et au jour le jour. Pour commencer, il me fallait au plus vite réserver une chambre d'hôtel à Horta pour le mois d'août. Mais comme Chantal n'avait pas encore son horaire de travail, nous allions hélas devoir attendre. Mais la vie de tous les jours, elle, n'allait pas attendre pour reprendre son cours banal. Le lundi 21 juillet, à 6h30, je reprenais mon travail à 50%. Cette semaine-là, pour la première fois, le chef me fit travailler à l'établissement. J'étais heureux. Pour la première fois depuis 5 ans, je travaillais de mon vrai métier, la plante en pot et la fleur à couper. Mais je savais aussi que cela ne durerait pas et que je retournerais en ville aussitôt qu'il pourrait se passer de moi. Mardi 22 juillet, lors d'une discussion avec André Novera, notre sous-chef, je lui avouai franchement que mon vœu le plus cher serait d'être purement et simplement mis à la porte du service des jardins. Ainsi mis devant le fait accompli, je serais bien forcé de prendre une décision concernant mon avenir professionnel et par la même occasion orienter ma vie dans une direction qui me ferait peut-être sortir de cet interminable carrefour de ma vie où je tournais en rond,
depuis trop longtemps. Plein de complaisance, André m'avouait volontiers qu'il pourrait tenter de faire le nécessaire pour que mon vœu soit exaucé. Mais il ajouta également « On n'est pas facilement mis à la porte quand on travaille à la commune. Il faut déjà faire de grosses conneries pour en arriver là. Tu pourrais toujours prendre un marteau et casser toutes les vitres des serres. Mais évite peut-être la serre adossée, parce que les vitres convexes sont très difficiles à trouver, elles sont rares. Là, tu aurais plus de chances d'être mis à la porte. Évidemment, ça peut être gênant par la suite si tu cherches un emploi et qu'on te demande « Pourquoi avez-vous été mis à la porte du service des jardins ?» Si tu dois répondre « Oh, c'est uniquement parce que j'avais pris un marteau et cassé toutes les vitres des serres. » Là, évidemment, l'employeur y regardera 2 fois avant de t'engager. J'avais compris. Si je voulais ma liberté, il me suffisait de la demander, car jamais on ne m'en aurait fait cadeau. Mais pour cela, j'allais encore attendre 2 mois avant de me décider. Le samedi 26 juillet, j'étais content de ma semaine et de l'amélioration de mon état de santé, car mon poignet ne m'avait pas fait souffrir. J'étais satisfait et pourtant, 2 mauvaises nouvelles allaient troubler mon esprit. Alors que je prenais mon déjeuner, je feuilletais le journal d'Yverdon pour savoir quel film était à l'affiche dans les cinémas. Par simple curiosité, je jetai un coup d'œil général aux faits divers. C'est alors que l'un des titres allait me surprendre. Accident mortel à Échallens. Monsieur Claude Porchet, 42 ans. La victime de mon empressement le samedi précédent n'était plus de ce monde. 1 semaine après, jour pour jour et à la même heure, même minute, j'apprenais la mort d'un homme à qui j'avais causé des problèmes. Certes, à première vue, j'aurais dû être content de cette disparition. N'étant plus là pour s'occuper de ma voiture, j'allais peut-être pouvoir économiser 500 francs. Eh bien, sincèrement, j'aurais préféré qu'il soit encore en vie, le charpentier de Lausanne. Car, si je n'étais nullement responsable de l'accident qui lui avait coûté la vie, c'est peut-être stupide à dire, mais j'avais malgré tout l'impression que le contact de ma personne transmettait désormais la malchance aux autres. Un peu comme si je faisais indépendamment de ma volonté de la magie noire. En d'autres termes, je me sentais un peu coupable de la mort de Claude Porchet. Les circonstances de ma vie m'avaient tellement habitué à n'être que la seule victime de la malchance que depuis ce temps-là, si elle s'en prenait à une connaissance, je trouvais cela anormal. N'étant parvenue à me démoraliser et à me faire sombrer dans la dépression, elle s'attaquait maintenant aux gens qui m'entouraient. Après mon déjeuner, j'allais me rendre auprès de M. Clos, le propriétaire du magasin Les Sigles du Nord. Comme je lui faisais part de mon sentiment de culpabilité, il tenta de me rassurer. Lui aussi, à une certaine période de sa vie, il pensait porter malchance aux autres. Car à une époque, il faisait de la moto de compétition. Et à chaque fois qu'il serrait la main d'un copain, la course d'après, ce même copain se tuait. Et ainsi, de grands coureurs motocyclistes renommés ont perdu la vie après avoir serré la main de Marcel Clos. Il avait alors demandé à un voyant s'il était possible que l'on fasse de la magie noire indépendamment de notre volonté. Comme le voyant l'avait rassuré, en lui disant que cela n'était guère possible, il put à nouveau dormir sur ses 2 oreilles. Par la suite, et un peu comme pour confirmer les dires du voyant, aucun autre cas d'accident grave n'arriva au copain à qui il avait serré la main auparavant. Comme lui, je fus en partie rassuré. Et je me dis que si je n'avais pas emmené moi-même Christian Ray aux ACN, où il avait fait la connaissance de Jean-Pierre Compondu, il serait tout de même arrivé d'une autre façon, où il aurait rencontré un autre Jean-Pierre dans un autre club. Quant à Claude Porchet, l'imprudence dont il avait fait preuve au volant devait un jour ou l'autre lui faire connaître une fin aussi tragique, que ce soit sur la route ou dans sa vie professionnelle.
Quant à la deuxième mauvaise nouvelle de ce samedi 26 juillet, elle allait me parvenir de la bouche de Michaela. Ce soir-là, j'étais passé prendre Michaela à la sortie de son travail à 21h. Ensuite, je l'avais emmenée souper au camping des Pins de Courcelette. Impatient de savoir si mes vacances en Espagne allaient être agrémentées par sa présence, je m'empressais de connaître la décision qu'avaient pris ses parents à ce sujet. Avaient-ils donné leur consentement? Eh bien non. Une fois de plus, mes espoirs étaient vains. C'était trop beau pour être vrai. Si sa maman s'était montrée compréhensive, son père, par contre, n'avait pas accepté de voir sa fille partir en compagnie d'un inconnu. Aujourd'hui, c'est le bal des Chambiens. Demoiselle, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de beaux rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous voguons par-delà les violons. On doit le dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, s'il retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage.